Alors, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Troisième Œil, une radio affiliée à l'Université catholique de l'Ouest, Bretagne Sud. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Alain Collat, agrégé et docteur en histoire. Bonjour à vous. Vous êtes chargé d'enseignement en géopolitique et conférencier spécialisé sur le Moyen-Orient et la Russie. Et enfin, vous êtes chercheur associé au CRHIO Lorient, qui est une équipe de recherche du CNRS. On vous reçoit aujourd'hui dans le cadre d'une émission sur la Russie, donc son histoire, son évolution sur la scène internationale depuis les années 90. Alors, je vais faire une introduction qui va être courte, mais qui va permettre de poser un contexte global sur l'évolution de la Russie. Donc, la Russie contemporaine elle va émerger au courant des années 90, à la suite de la disparition de l'Union soviétique. Alors, se forme autour des nouveaux dirigeants un groupe politico-économique orientant les grandes décisions nationales, ce qu'on appelle les oligarques. Après, du coup, une succession d'échecs politiques, militaires, le président de l'époque, Boris Yeltsin, démissionne au profit d'un homme discret, mais nouveau sur la scène politique russe, donc Vladimir Poutine. Celui-ci, après de multiples coups politiques, il va récupérer la main sur son pays. Alors d'abord orienté sur la politique intérieure, Vladimir Poutine n'hésite pas à s'investir plus intensément sur les affaires de politique étrangère à la fin des années 2000. Et par de multiples coups diplomatiques, il réussit progressivement à imposer sa marque en Syrie, en Ukraine, au cours des années 2010, permettant à la Russie de retrouver sa place prédominante sur la scène internationale. Nous nous demandons donc comment la Russie s'est-elle reconstruite depuis la sortie des années 90, quelle est sa stratégie et les axes de développement de sa politique étrangère. On s'attachera également à mieux définir la figure de Vladimir Poutine, qui reste un homme mystérieux aux yeux des Occidentaux. Donc en fait, toute une série de questions pour mieux comprendre la Russie contemporaine, loin de toute considération politique. Alors je pense qu'on va commencer avec Benjamin. Donc bonjour Monsieur Collat, bonjour Marie, bonjour Thomas. Donc dans cette première partie, on va aborder l'histoire de la Russie et de Poutine, son arrivée au pouvoir en 2001, la manière dont il va s'imposer et obtenir la confiance des Russes, pour saisir l'importance de ce chef d'État et la stabilité qu'il a amené dans le pays. Il semble qu'il faut remonter dans les années 1990 avec la chute de l'URSS et l'arrivée au pouvoir de Boris Eltsine. Alors Monsieur Collat, comme première question, pouvez-vous nous rappeler rapidement comment le président Eltsine arrive au pouvoir et surtout comment les Russes ont-ils vécu la période de 1990 et son mandat politique? Oui, Boris Eltsine arrive au pouvoir par un processus qui est lancé par Gorbatchev, c'est-à-dire par celui qui était encore le responsable du Parti communiste soviétique et qui essaye de réformer le pays, mais pour sauver le pouvoir communiste. Dans les différentes étapes, différentes tentatives de réforme qu'il fait pour sauver le pouvoir communiste, il est conduit à décider qu'il y aurait désormais des responsables des différentes républiques socialistes soviétiques qui seraient élus au suffrage universel, ce qui est une première, bien évidemment. Il pense ainsi pouvoir mettre fin aux agitations qui parcourent le pays, aux grèves, aux manifestations, etc. Et à l'issue de ces manifestations, dans la République socialiste de Russie, la personnalité membre du Parti communiste soviétique qui est élue, c'est Boris Eltsine, qui très vite décide de quitter le Parti communiste et se lance d'abord dans une politique d'autonomisation de la Russie par rapport au pouvoir central de l'Union soviétique que représente Gorbatchev, et puis va ensuite, et c'est ce qui va précipiter la chute de l'Union soviétique, va ensuite se lancer dans une tentative qui va réussir de fédération des différentes républiques socialistes soviétiques qui ont toutes élu un responsable au suffrage universel et qui vont décider en 1990 de mettre fin à l'Union soviétique et de proclamer l'indépendance de chacune des anciennes républiques socialistes soviétiques. Boris Eltsine étant le président élu donc de la principale de ces républiques, qui est la République de Russie. Principale à la fois par le peuplement, par la superficie, par la richesse, et aussi par la puissance militaire, puisqu'il a été décidé dans le cadre de ces négociations que notamment tous les armements nucléaires qui étaient dispersés un petit peu partout dans les différentes républiques socialistes seraient concentrés dans la République de Russie. D'accord. Et est-ce que vous pourriez du coup, on sait que par rapport au peuple russe, les années 1990
ont été très compliquées. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le plan économique et social? Oui, oui, alors, effectivement, ça va être une descente aux enfers. Et c'est très important pour comprendre l'attitude des Russes aujourd'hui par rapport à Vladimir Poutine. Les années 90 vont être une descente aux enfers pour différentes raisons. La première raison, c'est que la décision d'Eltsine et de ses conseillers, c'est de passer tout de suite à une économie qui soit une économie libérale à l'occidentale. Donc vous imaginez, ça veut dire qu'on passe d'une économie hyper encadrée, communiste, où tout est étatisé, du jour au lendemain pratiquement, à une économie libérale. Ça signifie que, par exemple, subitement, il va falloir prendre en considération le coût de production, ce dont on ne prêtait absolument pas attention auparavant. Il va falloir être compétitif au niveau industriel notamment. Ça va se conclure par des licenciements extrêmement massifs, puisque auparavant l'emploi était simplement un régulateur social. Il n'avait aucune prise en compte des conséquences de l'emploi au niveau du coût du travail et du coût de production. Donc on a un chômage extrêmement important. On a par ailleurs un effondrement, d'une certaine façon, la fin de l'effondrement déjà commencé depuis des années de l'économie russe. Les retraites, par exemple, ne sont plus payées. Et donc on a, au niveau concret, une misère qui se répand dans l'ensemble de la population russe. Sauf, comme le disait Thomas, pour les oligarques, qui, eux, alors sont souvent d'anciens responsables d'entreprises, membres du Parti communiste, qui ont profité de cette libéralisation pour, dans leur secteur, fonder des empires économiques avec des fortunes à la fois extrêmement importantes, extrêmement rapides, extrêmement provocantes, et un écart social très fort entre ce petit groupe d'oligarques très fortunés et la masse de la population qui est de plus en plus appauvrie. Ça, c'est le premier aspect de cette descente aux enfers. Le deuxième aspect, c'est ce qui se passe au niveau international. L'Union soviétique était la deuxième puissance du monde, était encore en 1979, par exemple, au moment de l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan, considérée comme une puissance qui était en train de gagner la guerre froide, et subitement, les Russes vont s'apercevoir qu'ils ne jouent plus aucun rôle au niveau international, qu'on peut prendre des décisions importantes sur leur précaré. Alors, par exemple, l'ancienne Yougoslavie, qu'ils considèrent pour des raisons historiques comme un pays sur lequel ils auraient un droit de regard, où on prend des décisions, y compris l'intervention de bombardement de l'OTAN sur la Serbie, sans que la Russie ne puisse s'y opposer. Mais aussi, il s'aperçoit que d'anciens pays qui étaient dans l'obédience soviétique et communiste depuis 1945, qui sont devenus indépendants, demandent à entrer dans l'Union européenne et obtiennent cette garantie, et demandent aussi à faire partie de l'OTAN, donc dans la force militaire qui est contrôlée par les États-Unis. Donc c'est vécu par le peuple russe comme une deuxième décadence. Il y a décadence sociale, décadence économique, et puis il y a la décadence du rôle dans le monde, du prestige de la Russie, de la régression par rapport au territoire que contrôlaient les Russes depuis 1945. Et puis enfin, il y a un troisième élément qui n'est pas complètement anecdotique, c'est que le président Eltsine est alcoolique, que dans un certain nombre de cas, dans des cérémonies internationales, devant les télés du monde entier, il se montre en état d'ébriété, et que ça joue aussi sur le sentiment qu'ont les Russes d'être à la fois une puissance décadente, mais avec un chef d'État qui lui-même symboliserait d'une certaine façon cette décadence. Très bien. Eh bien, merci de nous avoir recontextualisé cette époque, ce qui va nous permettre donc d'aborder le Vladimir Poutine. Mais d'abord, avant de parler de la politique intérieure de Vladimir Poutine, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques phrases le personnage, quelle fonction il a exercé dans le passé avant son élection en 2001, et quelles sont ses inspirations politiques et philosophiques?
Alors, Vladimir Poutine, comme chacun sait, est un officier du KGB. Il est, au moment de la chute du mur de Berlin, il est lieutenant-colonel du KGB, donc du service de sécurité et de renseignement soviétique, en poste en Allemagne de l'Est, en RDA, avec d'ailleurs deux missions, une mission d'espionnage de ce qui se passe à l'Ouest, en République fédérale allemande, et aussi, semble-t-il, une mission consistant à essayer de trouver parmi des cadres jeunes montants du Parti communiste de RDA des personnalités qui seraient susceptibles de redynamiser un parti communiste qui est particulièrement en crise. Il disparaît des radars. La chute du mur de Berlin, c'est en novembre 1989. Il disparaît, il quitte bien sûr la RDA. Il disparaît des radars et il réapparaît en 1991 comme conseiller économique du maire de Saint-Pétersbourg, qui est la ville d'origine de Vladimir Poutine, conseiller économique de Sobchak, c'est-à-dire d'un des grands barons, si on veut utiliser cette expression, dont la décadence du pouvoir central a permis le développement dans l'ensemble de la Russie. Ce parrainage de Sobchak permet dans un deuxième temps à Vladimir Poutine de monter au Kremlin, dans l'entourage d'Eltsine, sur les mêmes fonctions de conseiller économique, qui sont en gros sans doute des fonctions assez proches de ce qu'il faisait en Allemagne de l'Est, c'est-à-dire essayer d'espionner, de regarder ce que font les concurrents à l'Ouest au niveau économique. Et puis, il devient président, directeur du FSB, c'est-à-dire des forces de sécurité et de renseignement russes qui ont remplacé le KGB. Ce qui laisse penser qu'il était toujours en lien d'ailleurs avec le KGB. Il en devient directeur. Et puis, à la surprise des chancelleries du monde entier, puisque, comme vous l'avez dit, il est totalement inconnu, Eltsine l'appelle comme Premier ministre de son gouvernement. Et c'est comme Premier ministre du gouvernement qu'Eltsine lui confiera le rôle de mener les élections présidentielles, de lui succéder. Eltsine ne peut plus constitutionnellement, il a fait 2 mandats, se représenter. Il n'en a pas de toute façon la capacité physique. Mais Eltsine tient à promouvoir un président qui lui offrirait des garanties, notamment des garanties sur le fait qu'il ne puisse pas y avoir d'enquête sur la corruption de la famille Eltsine. Et c'est dans ces conditions que Poutine, qui est un inconnu, effectivement, devient non seulement le candidat officiel du parti au pouvoir, mais est élu. Alors il assure d'abord la présidence par intérim, puisque comme vous l'avez dit, Eltsine démissionne avant la fin de son mandat, puis il est élu début 2000, dès le premier tour, avec 54% des voix. Donc en effet, Poutine est élu avec 54% des voix le 7 mai 2000. Donc, et il est vrai qu'au début de sa carrière, on ne voit pas Poutine comme l'homme providentiel qui pourrait redresser la Russie. Alors, dans quelle mesure Poutine va réussir à affirmer son autorité et comment va-t-il réussir à écarter les très puissants oligarques, comme par exemple Mikhaïl Khodorkovsky, personnage très influent sous la politique d'Eltsine? Alors, il n'y a jamais d'homme providentiel. C'est une vision largement répandue dans l'histoire, qui permet d'ailleurs souvent d'éviter d'analyser au fond ce que représentent les forces qui sont au pouvoir. Donc pas plus que Staline, Vladimir Poutine n'est une personnalité ni providentielle, ni simplement ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il incarne. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui arrive au pouvoir avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Auparavant, il faut souligner que Poutine ne s'est pas contenté d'être le candidat adoubé par Eltsine, le candidat officiel à l'élection présidentielle. Il a fait une vraie campagne, il a parcouru toute la Russie.
cet immense territoire, en faisant une véritable campagne, avec un programme. Il s'est engagé sur un certain nombre de choses. Il s'est engagé sur le fait de rétablir l'ordre dans le pays. Il s'est engagé sur le fait de rétablir les fondamentaux économiques, notamment à ce que les retraites soient payées. Il s'est engagé à ce que la Russie redevienne un pays respecté au niveau international. Et accessoirement, il s'est engagé, par exemple, sur le fait que, alors que l'armée russe avait subi une défaite devant les rebelles tchétchènes quelques mois auparavant, il s'engage à rétablir la puissance russe sur la Tchétchénie. C'est cette campagne qui lui permet d'être élu, 54% des voix. L'adoubement d'Eltsine, ça ne rapporte pas grand-chose dans l'état où est Eltsine et la considération dont souffre Eltsine dans la population. Il a véritablement fait campagne. Alors, la deuxième question importante, c'est qu'est-ce qu'il incarne ? Ce n'est pas simplement un individu, Eltsine, qui arrive au pouvoir, c'est deux forces qui arrivent au pouvoir. La première force, c'est le KGB ou le FSB. Alors on le voit très bien puisque les premiers gouvernements, mais les premiers gouverneurs aussi nommés par Vladimir Poutine, sont pour 50% d'entre eux issus, comme lui, du KGB et ou du FSB. Donc la première force qui arrive au pouvoir avec Poutine, c'est les services de sécurité et de renseignement russes, anciennement soviétiques. C'est une génération qui, comme lui, j'y reviendrai sans doute, a été formée dans le KGB d'Andropov, dans le KGB des années 1970. La vision du monde de ces gens-là, c'est la vision du monde du KGB des années 1970. L'Occident, c'est l'ennemi, les États-Unis, c'est l'ennemi, on ne peut pas leur faire confiance, etc., etc. La deuxième force qu'incarne Vladimir Poutine, et on la repère exactement de la même façon, c'est les 50 autres pourcents des gens qui sont nommés aux responsabilités à partir de 2000. C'est une entreprise, Gazprom, qui est l'entreprise principale d'exploitation du gaz en Russie. Alors, je prendrai juste un exemple pour illustrer ça. Vous connaissez tous Medvedev, qui a été Premier ministre, puis président, puis à nouveau Premier ministre d'Eltsine. Medvedev, avant de devenir Premier ministre, était le directeur général de Gazprom. Et il remplace comme Premier ministre le Premier ministre de Poutine, qui lui-même était avant directeur général de Gazprom. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Donc l'arrivée de Poutine, c'est l'arrivée au pouvoir du service de renseignement et de Gazprom. Et il va incarner, il a été mis là pour ça, au pouvoir, il va incarner, il va développer les objectifs du KGB, FSB et de Gazprom. J'aimerais juste rebondir sur une chose. Vous avez parlé de la guerre de Tchétchénie qui était un véritable moteur pour la campagne de Vladimir Poutine. Alors moi j'ai plutôt une question sur l'aspect des relations internationales. Il y a la question que je me pose, moi, en lien avec la Tchétchénie, justement, c'était après du coup l'attaque de la Géorgie. Alors soit la Russie avait attaqué la Géorgie, soit la Géorgie avait attaqué la Russie. Ça reste une affaire peu claire, puisque du coup Vladimir Poutine avait lui-même déclaré que c'était le président géorgien qui avait mené cette attaque. À l'inverse, le président géorgien se défendait et déclarait que les troupes russes avaient franchi l'Ossétie du Sud, pour prendre position. Moi, la question que je me pose, c'était que cette initiative-là, qu'elle soit russe ou géorgienne, elle intervient dans un contexte où la Géorgie entre dans l'OTAN et potentiellement dans l'UE. Est-ce que la Géorgie dans l'OTAN, c'était pas un avantage pour les Américains afin de continuer à former, puisque c'est une réalité, à former des milices tchétchènes et à continuer de les soutenir politiquement, financièrement, militairement? Alors, je vais répondre dans un deuxième temps à votre question, pour terminer d'une certaine façon la question précédente. Le premier temps, comme vous l'avez dit, Vladimir Poutine va s'occuper de la politique intérieure. Et Vladimir Poutine va faire ce qu'il avait dit qu'il ferait pendant sa campagne électorale. C'est-à-dire qu'il rétablit les comptes publics, il rétablit la situation
économique. Les retraites sont à nouveau payées. Le chômage disparaît en grande partie. Et ils luttent, comme vous l'avez dit, contre les oligarques, tout particulièrement contre Khodorkovsky. Cette action va lui garantir sa popularité. Parce que bien sûr, dans les pays occidentaux, il est très mal vu, parce que les pays occidentaux ont toujours tendance à réfléchir comme des occidentaux, alors qu'il faut réfléchir en se mettant, je dirais, dans la peau, entre guillemets, des Russes, pour interpréter les réactions des Russes. Pour les Russes, Poutine est celui qui a rétabli leur situation sociale, qui a rétabli leur prestige international, ça on va y revenir, et qui a su lutter contre les oligarques. Et qui a su donc faire ce qu'il s'était engagé à faire. Ce qui conduit Poutine à avoir une popularité presque constante au-delà de 85%. Alors ça a baissé depuis quelque temps puisqu'il est à 66% depuis qu'il a proposé une réforme des retraites. J'en connais qui aimeraient bien être à 66% de popularité après une proposition de réforme des retraites. Donc il est encore très haut dans les sondages, y compris quand les sondages sont faits par des organismes occidentaux indépendants. Alors, dans la lutte contre les oligarques, c'est assez intéressant parce que Khodorkovsky, c'est pas n'importe quelle cible. Alors bon, les Occidentaux ont dit qu'ils s'étaient attaqués à Khodorkovsky parce que Khodorkovsky avait émis des ambitions politiques, etc. Les choses sont beaucoup plus simples. Khodorkovsky, il dirige un grand groupe producteur de gaz et de pétrole. Khodorkovsky, il est à la tête d'un concurrent de Gazprom. Quand on arrête Khodorkovsky, qu'on l'inculpe de façon tout à fait stalinienne de corruption, de liens avec les États-Unis, bon, etc., et qu'on l'envoie en Sibérie, on saisit ses biens et on saisit son entreprise. Et qu'est-ce que devient son entreprise ? Eh bien, comme par hasard, elle est absorbée par Gazprom. C'est-à-dire que non seulement on élimine un concurrent, et là, Poutine est le parfait représentant de Gazprom, mais on permet à Gazprom, débarrassé d'un concurrent, d'agrandir son périmètre, d'agrandir son marché, etc. De la même façon, et j'en terminerai là-dessus, la Russie de Vladimir Poutine va mettre très tôt en œuvre un certain nombre de politiques qui va servir Gazprom, notamment le gazoduc qui va permettre d'alimenter l'Allemagne en gaz, dont on est en train de terminer le doublement d'ailleurs, qui permet donc de donner à Gazprom un marché extrêmement important, qui est le marché allemand, au moment même où l'Allemagne va décider de fermer le nucléaire et va donc être plus dépendante du gaz. Et d'ailleurs, c'est négocié entre Poutine et le dirigeant allemand de l'époque, qui est le chancelier Schröder. Le chancelier Schröder a pris sa retraite politique, et qu'est-il devenu ? Eh bien, il est le responsable de ce gazoduc, donc il est un employé de Gazprom. Désormais. Alors, j'en arrive à votre question. Au niveau international, Poutine s'est engagé à redonner sa gloire et son importance à la Russie. Ça passe, pour Poutine, par l'obligation qu'il n'y ait plus de pays rentrant de l'ancienne sphère d'influence de la Russie, ou, à plus forte raison, d'anciennes républiques socialistes de l'Union des républiques socialistes soviétiques, qu'il n'y ait plus de ces pays qui rentrent dans l'Union européenne et qui rentrent dans l'OTAN. Les Russes ont vu, et Poutine aussi, qu'avant qu'ils soient au pouvoir, des pays comme les États baltes, la Pologne, pour ne prendre que ces exemples, ont demandé l'adhésion à l'Union européenne, l'ont obtenue, ont demandé l'adhésion à l'OTAN et l'ont obtenue. Pour les Russes, désormais, c'est une ligne rouge. Et ce qui se produit d'abord avec la Géorgie et puis qui se produira plus récemment avec l'Ukraine, c'est qu'à chaque fois qu'un pays de cette ancienne obédience soviétique
il y a plus forte raison, je le répète, d'anciennes républiques socialistes soviétiques, aimaient l'idée qu'il pourrait y avoir une démarche pour rentrer dans l'Union européenne et éventuellement rentrer dans l'OTAN, eh bien, les Russes ne laissent pas faire. Et donc, c'est l'intervention, effectivement, durant l'été 2008 en Géorgie, qui est la première intervention de ce type, qui met fin, en effet, peut-être pas définitivement aux yeux de l'histoire, mais enfin, qui met fin radicalement pour des années à toute perspective que la Géorgie puisse demander l'intégration dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Et il y aura la même opération avec l'Ukraine pour les mêmes raisons, quand l'Ukraine manifestera aussi des volontés et des velléités de demander une adhésion à l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'il faut bien comprendre que Poutine est un dirigeant russe. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors, de la même façon que Staline était un dirigeant russe. Alors, ce qui est particulier dans le cas de Staline, c'est qu'il n'est pas russe à l'origine, il est géorgien. C'est-à-dire quelqu'un qui défend les objectifs géopolitiques de la Russie tels qu'elles ont commencé à être développées à partir du règne de Pierre Ier, charnière du XVIIe et du XVIIIe siècle. Ces objectifs sont simples, ils sont au nombre de 3. Avoir un no man's land sur l'Europe centrale qui permette de protéger les Russes de l'Occident, qui est considéré comme un danger, il y reviendra peut-être, descendre sur la Méditerranée, de façon à ce que la flotte marchande et militaire russe puisse accéder à des mers libres de glace, selon leur expression, et contrôler ce que les Russes appellent l'étranger proche. L'étranger proche, c'est à la fois les républiques d'Asie centrale, c'est l'Ukraine, c'est la Géorgie, c'est les États baltes également. Et donc, Staline, plus que l'expansion du communisme, de plus en plus les spécialistes en sont persuadés, a mené une politique qui conduisait à la réalisation des objectifs géopolitiques russes, la main mise sur la Pologne, la main mise sur la Hongrie, et Poutine poursuit cet objectif, qui avait bien sûr régressé avec l'implosion de l'Union soviétique, de retrouver la réalisation de ces objectifs ancestraux, d'une certaine façon, des Russes. Poutine a dit une fois dans un discours que le jour le plus triste de l'histoire de la Russie, ça avait été l'implosion et la disparition de l'Union soviétique. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un regret de la disparition de l'aspect soviétique de l'URSS. Poutine était certes au Parti communiste, sinon il n'aurait pas pu être lieutenant-colonel du KGB, mais Poutine était vraisemblablement aussi communiste que moi, c'est pas peu dire. Ce que regrette Poutine dans cette perspective, c'est la fin de l'Empire russe. Et donc il essaye, d'une façon ou d'une autre, puisqu'on ne peut pas reconstituer avec les mêmes méthodes et les mêmes formes et la même étendue ce qu'était devenu l'Empire russe dans les années 1950-1960, mais sa perspective, c'est de reconstituer l'Empire russe. Et pour faire le lien, puis j'en arrêterai là avec ce que je disais tout à l'heure, Poutine, c'est un élève d'Andropov, c'est d'une certaine façon celui qui va réaliser le rêve d'Andropov, qui était le rêve qu'il avait, grand responsable du KGB dans les années 60 et 70, le rêve qu'il avait en choisissant Gorbatchev pour diriger le pays, qui a échoué, c'est-à-dire le rêve de reconstituer la puissance et de sauvegarder la puissance russe. D'accord. Juste, je me permets, donc c'est une intervention russe en Géorgie. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc les Américains n'ont aucune empreinte là-dedans. Alors, les Américains, ils ont, il y a une influence dans le sens où le président de la Géorgie de l'époque est quelqu'un qui avait vécu toute sa vie aux États-Unis, qui était très pro-américain, qui venait d'arriver en Géorgie, en fait, de rentrer en Géorgie au moment de la création de cette république indépendante. Et donc c'est plutôt le rôle qu'ils ont, c'est le rôle de l'ennemi.
la preuve, d'une certaine façon, pour ces anciens officiers du KGB, que les États-Unis sont toujours l'ennemi qui veut leur destruction. Merci. Donc, je voudrais juste une petite précision, parce que tout à l'heure on parlait de Poutine, et c'est assez flou, en tout cas pour moi et pour d'autres, j'imagine. On parlait, on sait que la Russie est le plus grand pays du monde avec 17,1 millions de kilomètres carrés. Et vous avez évoqué tout à l'heure les gouverneurs. Donc comment Poutine peut-il affirmer sa domination sur un territoire aussi vaste? Comment il délègue son pouvoir? Voilà ma question. Alors, il y a les aspects institutionnels et puis il y a la réalité. Les aspects institutionnels, c'est en effet que Poutine s'est doté du moyen qui avait un temps disparu de nommer à nouveau directement, c'est le gouvernement qui nomme les gouverneurs. Et donc ce sont à la fois des gens qui appartiennent au parti au pouvoir et je vous l'ai dit, au moins dans la première moitié du pouvoir de Poutine, soit des gens ayant travaillé à Gazprom, soit des gens issus du KGB et du FSB. Donc ça, c'est institutionnellement, ça permet normalement au pouvoir de s'assurer de sa mainmise sur les différentes provinces. Alors, la réalité, le concret, c'est qu'une fois qu'on a dépassé l'Oural, donc une fois qu'on est rentré dans l'Est immense de ce pays, les choses sont beaucoup plus compliquées. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Plus on s'éloigne de Moscou, plus on rencontre des gens qui vous disent « Oui, la décision elle a été prise à Moscou, mais vous savez, nous, on va prendre notre temps, on va faire comme on a l'habitude de faire, etc. » C'est-à-dire qu'il y a des résistances locales qui sont, on ne peut même pas dire des résistances véritablement au pouvoir, mais qui sont des résistances liées à la tradition, à l'histoire, au fait qu'on a pris des habitudes d'indépendance, y compris du temps de l'Union soviétique d'ailleurs, parce que c'est immense et que c'est difficile à contrôler. Il y a un élément, il y a un événement qui permet de bien toucher cela du doigt, c'est que Medvedev, quand il était Premier ministre, lors de son premier mandat, avait parmi les objectifs de son programme auquel il tenait, celui d'établir une heure officielle pour l'ensemble de la Russie. Parce que la Russie, c'est plusieurs fuseaux horaires. Eh bien, il n'y est pas arrivé. Il a bien défini une heure officielle qui a été débattue en Conseil de ministres, qui a été votée par la Douma, par l'Assemblée. Mais concrètement, quand vous êtes au Kamtchatka ou quand vous êtes au milieu de la Sibérie, les gens ils continuent d'avoir leur heure habituelle, c'est-à-dire l'heure de leur fuseau horaire. Ils ne font pas trop attention à l'heure officielle qui a été définie. D'accord. C'est un des freins à la politique de Poutine. Et bien justement, je voulais revenir sur le personnage Poutine. Donc en plus de 20 ans de carrière, il cumule déjà 4 mandats, de 2000 à 2008, de 2011 à aujourd'hui. Donc on rappelle qu'entre 2008 et 2011, c'est Dimitri Medvedev qui était président de l'État fédéral de Russie. Lors de son élection en 2011, et comme vous l'avez dit, il a plus de 80% de population en sa faveur, et aujourd'hui il en a à peu près 65. Comment on peut expliquer une telle popularité concentrée dans les mains d'un seul homme, et surtout pendant autant de temps? Alors il y a plusieurs aspects à prendre en considération. Poutine, alors j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'homme providentiel, je ne vais pas revenir là-dessus. En revanche, les forces comme les forces du FSB et de Gazprom ne confient pas leurs intérêts à un homme sans que cet homme présente un certain nombre de garanties, d'une certaine façon. Donc Poutine a une personnalité qu'on voit très bien quand on le voit en photo. Alors, je cite toujours parce que c'est particulièrement remarquable. Il y a une photo où on le voit face à Obama, assis devant le président Obama, à la veille donc, d'un grand discours que va prononcer Poutine à l'Assemblée générale de l'ONU.
et il est totalement impavide, Poutine. On a l'impression que c'est une statue. De façon générale, Poutine a une personnalité qui fait qu'il n'y a jamais aucun sentiment qui perce, qui apparaît. Et il peut y avoir des éléments catastrophiques, il peut y avoir, il en a connu, il peut y avoir des oppositions très fortes, il peut y avoir des chefs d'État étrangers qui se coalisent pour émettre des sanctions contre la politique de Poutine. On a l'impression que ça glisse comme sur un ciré la pluie, constamment. La seule fois, à ma connaissance, où Poutine a montré un petit moment de sentimentalité, c'est lors de son élection présidentielle, quand il s'est représenté après avoir donné le pouvoir temporairement à Medvedev, où il a fait un discours devant la foule de remerciements, et on a vu 2-3 larmes percées au bord des yeux. Sinon, il a cette personnalité. Ça donne l'impression froide, déterminée, brutale aussi. Mais là aussi, c'est un officier du KGB, c'est un ancien officier du KGB. Parfois, je dis aux étudiants, c'est un soudard, entre guillemets. Quand il a évoqué la Tchétchénie pendant sa campagne, vous savez, c'est célèbre. Il a dit qu'il poursuivrait les Tchétchènes jusqu'au fond des chiottes pour les buter. C'est un langage de corps de garde. Il y a cet aspect-là chez Poutine. Donc il impressionne. Par ailleurs, je le répète, il a fait ce qu'il avait dit. Pour un Russe né en 1950, pour un Russe né dans les années 60, à partir de 2005, c'est la première fois de sa vie qu'il peut trouver dans les commerces ce qu'il veut, en Russie, qu'il peut acheter ce qu'il veut et qu'il peut manger à sa faim, de façon diversifiée. Pour quelqu'un qui est né en 50, ça s'était jamais produit jusqu'à 2005. Il a vécu 55 ans de sa vie dans la pénurie, soit la pénurie communiste, soit la pénurie liée à la politique d'Eltsine et de ses conseillers. Il y avait une émission assez intéressante lors des dernières élections présidentielles russes sur France Culture, qu'importe, où on interviewait des Russes de différentes générations pour demander pour qui ils allaient voter et pour demander pourquoi. Donc la plupart disaient on va voter pour Poutine. Les uns avec enthousiasme, les autres en disant de toute façon on ne voit pas trop pour qui on pourrait voter d'autres. Mais tous, ils donnaient comme explication c'est Poutine qui a conduit à ce que les choses aillent mieux. Ce qu'ont du mal à comprendre les commentateurs occidentaux, notamment les médias, mais aussi, hélas, un certain nombre de responsables politiques, c'est que pour l'essentiel des Russes, la liberté n'est pas un problème. La liberté, c'est un goût de riche, d'une certaine façon. Quand on a passé sa vie dans le besoin, quand on a passé sa vie dans le dénuement le plus total, l'objectif essentiel, c'est pas d'avoir la liberté d'expression. L'objectif essentiel, c'est de manger. C'est d'avoir la garantie du travail, de manger et d'avoir la garantie d'avoir une retraite. Il n'y a que ceux qui parviennent à la classe moyenne supérieure en Russie qui commencent à s'intéresser à la liberté. Alors c'est ceux effectivement qui manifestent, qu'incarne Navalny, etc. C'est une toute petite frange infime de la population russe. Et donc la popularité de Poutine, elle est liée à cela. Il a donné un certain nombre de garanties. Il a permis une amélioration de la vie quotidienne. Il a permis aussi une amélioration de l'image de la Russie dans le monde. On ne peut plus aujourd'hui faire quelque chose contre le vœu de la Russie. Il y a même des espaces, la Syrie notamment, où c'est la Russie qui va décider de ce qu'il va advenir. Et les Russes sont aussi reconnaissants de cela, et
à Poutine. Alors, c'est significatif d'ailleurs. Sa cote commence à baisser quand il veut modifier, quand il veut réformer les retraites. Parce que la Russie a un problème important de vieillissement de la population. C'est tout à fait significatif. C'est qu'à partir du moment où Poutine n'est plus celui qui donne des garanties sur la vie quotidienne, mais qu'il commence à éventuellement écorner ces garanties sur la vie quotidienne, commence à vouloir toucher aux retraites, sa cote baisse immédiatement. C'est pas parce que tel journaliste a été assassiné ou parce que tel journal a été fermé que sa cote baisse. Sa cote baisse parce qu'on va toucher au petit confort que depuis quelques années, les Russes ont obtenu. D'accord. Donc je vois actuellement qu'on a des questions qui sont en train d'être posées sur notre espace commentaire. On y répondra à la fin si on a le temps. Du coup, on parlait d'Alexei Navalny et justement, on en arrive un peu à parler des partis politiques d'opposition ou supporters, entre guillemets, à Poutine. Et on va s'axer sur la Douma, qui est le parlement russe, de son entier, la chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. On y retrouve 450 députés avec la représentation de 4 partis politiques. Cependant, donc on voit les 4 partis qui sont affichés à l'écran. Cependant, est-ce que la Douma a un réel rôle législatif et ces 3 partis politiques, peut-on réellement dire que ce sont des forces d'opposition au parti de Russie unie de Vladimir Poutine? Le seul parti qui incarne véritablement une opposition, c'est le nouveau Parti communiste russe. Il peut faire aux élections législatives jusqu'à 26% des voix. Et on voit régulièrement des manifestations à Saint-Pétersbourg ou à Moscou où des drapeaux avec la faucille et le marteau, des drapeaux rouges, des portraits de Staline, parfois des portraits de Lénine sont brandis par les manifestants. C'est la seule réelle opposition. 26%, c'est marginal. Sur votre diagramme, on voit très bien qu'en nombre de députés, ça ne fait même pas 25%, compte tenu de la loi électorale russe. Les Russes ne sont pas prêts globalement à confier de nouveau le pouvoir au Parti communiste, brandissant le portrait de Staline. Ils ont encore trop fraîchement en mémoire ce que c'était que de vivre sous le communisme. Pour les autres, alors il y a une organisation qu'on situerait, nous, plutôt à l'extrême droite, qui est encore plus nationaliste que le parti de Poutine. On parle du parti libéral-démocrate. Oui. Et puis, il y a un éparpillement après d'organisations qui ne sont pas nécessairement représentées à la Douma, dont quelques personnalités comme Navalny, effectivement, mais qui ne représentent pas une opposition pour 2 raisons essentielles. La première raison, c'est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux sur un programme. Ça va, en gros, de l'extrême droite, je l'ai dit, jusqu'à des gens que l'on situerait effectivement comme des démocrates dans un pays comme le nôtre, voire des gens qu'on situerait à gauche dans un pays comme le nôtre sans être membres du Parti communiste. En dehors d'être contre Poutine et contre le parti au pouvoir, ils sont pratiquement d'accord sur rien. Donc ça ne réunit pas les conditions aujourd'hui. On verra comment ça évoluera dans 10 ans. Ça ne réunit pas aujourd'hui les conditions permettant à cette opposition de pouvoir vaincre le parti au pouvoir et de s'installer à sa place. La deuxième raison, c'est que dans un certain nombre de cas, c'est quelques personnalités alors, qui peuvent réunir effectivement, on vous montre à la télévision française une manifestation à Moscou ou à Saint-Pétersbourg qui va réunir 10 000, 20 000 personnes. Bon, ça fait de la masse. Même si la population russe est en déclin et qu'elle diminue, on est quand même sur une population qui frôle les 140 millions d'habitants, donc 20 000 manifestants, c'est rien. Et
Navalny ne peut pas aller bien au-delà de ça. Donc pour l'instant, il faut être clair, il n'y a pas d'opposition au parti au pouvoir. L'interrogation, c'est de savoir s'il pourrait y avoir une opposition à l'intérieur du parti au pouvoir. Il y a des gens qui, comme Medvedev, finiraient par souhaiter infléchir la politique de Poutine ou devenir calife à la place du calife. Mais ça serait à l'intérieur du parti au pouvoir, de ce parti nationaliste russe qui est au pouvoir depuis 2000. Et dans l'état actuel, ça vous semble possible ou pas du tout envisageable? Non, on voit une évolution. Je pense que Vladimir Poutine et ses conseillers, puisque vous avez bien compris, je ne crois pas à la personnalisation excessive. On voit une évolution. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les premiers gouvernements, les responsables élus venaient du FSB et du KGB ou de Gazprom. Depuis la dernière élection du président Poutine, on voit un nouveau profil. Alors, il reste sur quelques secteurs clés des responsables issus du FSB, à la tête de l'armée, à la tête bien sûr de la sécurité, de la police, etc., du ministère de l'Intérieur. Mais on voit apparaître ce qu'on appellerait chez nous des technocrates, c'est-à-dire des jeunes, trentaine d'années, ayant fait des études, plutôt dans des universités Oxford, Cambridge, Columbia aux États-Unis, voire Harvard, et à qui on confie des ministères, à qui on confie des responsabilités. C'est une façon de préparer l'après-Poutine, même si Poutine a fait en sorte que la Constitution lui permette de rester au pouvoir, peut-être pas ad vitam aeternam, mais au moins encore pendant plusieurs années. C'est une façon de préparer l'avenir et c'est une façon d'assurer la maintenance du courant qu'il représente durablement au pouvoir. En modernisant d'une certaine façon et ces technocrates manient les langues étrangères, ont vécu dans des pays occidentaux, ont des techniques de gestion, etc., qui sont plus ouvertes. C'est une façon de maintenir la mainmise sur le pouvoir durablement. Le deuxième infléchissement, c'est que Poutine a compris ce que lui disait Medvedev depuis des années, son ancien Premier ministre, a compris qu'il avait fait une erreur en maintenant la seule ressource du pays sur les hydrocarbures. Donc en restant un pays rentier, qui vend du gaz et qui vend du pétrole. Il a compris que c'était une erreur parce que du coup ça rend la Russie complètement dépendante des variations des cours du pétrole, des hydrocarbures. Et dès 2008, quand il y a eu le premier effondrement, on est passé de $140 le baril à $30 le baril en quelques mois. Et puis alors, là, actuellement, dans la situation actuelle, où il y a un effondrement de nouveau des cours des hydrocarbures, Poutine a compris que ça ruinait complètement l'économie russe et que ça lui ôtait le moyen de continuer sa politique. Parce que si il a pu payer les retraites, améliorer l'économie du pays, s'il a pu faire de nouveau que l'armée russe soit une puissance, eh bien c'est grâce au prix du pétrole, au prix du gaz qu'il a engrangé. Donc il a compris qu'il avait fait une erreur et il commence à mettre en réalisation un certain nombre de projets que Medvedev avait proposés et avait essayé d'impulser quand il était président, mais n'avait pas pu poursuivre quand il était redevenu Premier ministre, notamment l'idée de faire une espèce de Silicon Valley russe dans la banlieue de Moscou, qui est sortie de terre maintenant, et que Poutine, qui ne s'y était pas trop intéressé, impulse désormais ce que les capacités universitaires d'ingénieurs, etc., de la Russie rendent tout à fait réalisable et accessible. Donc il y a aussi une modification des orientations économiques. Tout ça, c'est pour essayer de maintenir la force que représente notre patrie, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, au pouvoir.
Très bien, bah, écoutez, merci. Alors, vous avez dans votre réponse évoqué deux sujets, celui du pétrole, donc je pense que Marie l'abordera juste après moi, avec l'OPEP, les relations. Et donc, moi je vais, et vous avez évoqué aussi Navalny. Donc moi déjà je vais vous poser une question sur Navalny, le mettre en perspective sur la question des relations internationales. Du coup, bah, l'affaire Navalny, ça reste quand même une affaire qui fait grand bruit depuis plus d'un mois maintenant. Il y a de nombreuses du coup, décisions unilatérales de la part des pays européens ou occidentaux en règle générale pour condamner la Russie. Mais de son côté, en fait, on a l'impression que la Russie fait pas la sourde oreille, mais se défend d'une quelconque tentative d'assassinat, reproche même une mise en scène excessive de la part des pays occidentaux. Du coup, on a l'impression d'une scène déjà vue, avec donc l'affaire Skripal, qui restait quand même très floue. Les Russes n'avaient pas pu avoir accès au dossier des services de renseignement britanniques. De nombreux aussi politiques en France ont dénoncé une potentielle mise en scène de cette affaire. Ça a été le cas de Monsieur Asselineau notamment. Alors, moi j'aimerais bien un peu connaître votre avis là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous éclairer voilà, comment ça semble se profiler tout ça? Ouais, moi, je dirais deux choses. La première, c'est qu'on est dans le domaine des actions secrètes. Voilà. Par définition, on ne sait pas grand-chose dessus, qu'elles se déroulent en France, aux États-Unis ou en Russie. La deuxième chose, c'est qu'il est probable, il est vraisemblable, mais on a étudié ça dans d'autres pays, dans d'autres dictatures en particulier, il est vraisemblable que des gens, des décideurs de l'entourage de Poutine aient pris là et dans d'autres circonstances des décisions brutales d'élimination qui sont, alors immorales, mais qui sont surtout stupides et inutiles. Et après, le pouvoir doit assumer, en fait. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, une bonne partie des dirigeants sont des gens issus du KGB et du FSB. Ils réagissent comme des agents du KGB. Donc, Navalny leur semble poser un problème, eh bien on va l'éliminer, comme on faisait dans les années 70 ou au début des années 80. Alors, c'est stupide, c'est immoral, mais je laisse cet aspect-là. C'est stupide parce qu'effectivement, ça crée une émotion et un remous. Ça dessert plus que ça ne sert Poutine et son parti. Et puis, c'est complètement inutile parce que si vous avez bien compris ce que j'ai dit, Navalny, c'est pas un danger. Il va mobiliser des populations. Alors, il a un écho au niveau, effectivement, occidental. Hein. C'est quelqu'un qui parle comme nous, qui pense à peu près comme nous, donc c'est un interlocuteur qui nous paraît, nous, les Occidentaux, nous paraît fréquentable. Hein. Et donc effectivement, il a sans doute beaucoup plus, c'est pas sans doute, c'est assurément beaucoup plus de popularité auprès des intellectuels français qu'auprès des Russes. Hein. Donc c'était complètement inutile d'essayer de l'éliminer, mais il est vraisemblable que c'est un sous-fifre qui a cru qu'il allait rendre service à son président adoré en prenant l'initiative d'empoisonner Navalny. D'accord. Alors, justement, dans ce contexte-là, alors, je vais essayer de revenir un petit peu en arrière. C'est surtout les Européens qui ont réagi à cette tentative d'assassinat, principalement. Je veux juste revenir un petit peu en arrière, savoir quels étaient l'état des relations entre les Européens et les Russes donc juste après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, parce qu'on a bien vu qu'il y avait un écart qui se creusait entre les Européens et les Américains, notamment la France. C'était quoi, ça a débouché sur quoi l'ensemble de ces initiatives? Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est avec l'affaire Navalny notamment? Alors, ce qu'il faudra aborder, en fait, c'est l'attitude globale des Occidentaux par rapport à la Russie. Alors, je l'ai déjà un peu esquissé. Le problème des Occidentaux, alors que ce soit vis-à-vis de la Russie, que ce soit vis-à-vis de la Chine, que ce soit d'ailleurs vis-à-vis de l'islam, pas des salafistes, mais de l'islam globalement, vis-à-vis de la Syrie, les Occidentaux réagissent toujours comme si c'était, un, les maîtres du monde, deux, les détenteurs de la vérité.
Et donc par rapport à Poutine, il y a une opposition. Lorsque Poutine arrive au pouvoir, il est plutôt, bien qu'issu du KGB, il est plutôt ouvert à un rapprochement avec les États-Unis. Lorsqu'arrive l'attentat du 11 septembre, c'est le premier chef d'État à appeler le président Bush et à lui proposer que toutes les possibilités militaires de renseignement de la Russie soient mises au service des Américains pour lutter contre ceux qui ont commis les attentats. Poutine est extrêmement déçu qu'il ait même pas de retour, qu'il n'ait pas de réponse, que sa proposition ne soit pas prise en considération. Les Occidentaux ont constamment réprouvé Poutine sous prétexte que ce n'est pas un démocrate. Alors c'est incontestable que Poutine n'est pas un démocrate. C'est incontestable que la Russie n'est pas une démocratie. La Russie n'a jamais été une démocratie. Il n'y a personne qui ait quelque poids que ce soit réel en Russie qui propose de passer à la démocratie. On a mis, nous, 2 siècles pour arriver à un fonctionnement dont parfois on peut se demander s'il est véritablement démocratique. On ne voit pas pourquoi la Russie, qui n'a jamais connu ça, du jour au lendemain, parce que ça serait Navalny, parce qu'on aurait éliminé Poutine, deviendrait une démocratie. Et est-ce que c'est le système qui a adapté la situation de la Russie telle qu'elle est aujourd'hui? On peut aussi se poser la question. Donc on a voulu rejeter Poutine. Alors après, bien sûr, les interventions en Géorgie, les interventions en Ukraine, des problèmes comme celui qui est arrivé à Navalny sont autant de dossiers dont on se saisit pour dire, voyez bien, on ne peut pas travailler avec ces gens-là, il faut des sanctions, C'est une erreur tout à fait considérable. C'est une erreur tout à fait considérable pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en ayant cette attitude, on jette Poutine dans les bras des Chinois. Et comme Européens, on n'a absolument rien à gagner à avoir un lien étroit entre la Russie et la Chine. On a tout à gagner à essayer d'attirer la Russie vers nous, quitte effectivement à faire des concessions sur nos grands principes du XVIIIe siècle. Dans l'histoire russe, depuis le XVIIIe siècle, il y a toujours eu une alternance entre ceux qui souhaitaient l'occidentalisation, le rapprochement avec l'Europe, ceux qu'on appelait au XIXe siècle les occidentalistes, et ceux qui, à l'inverse, veulent s'ancrer dans les vieilles traditions russes, se tourner vers l'Asie, ceux qu'on appelle traditionnellement les slavophiles. Il est clair que la politique menée par Poutine et ses gouvernements, depuis plusieurs années, est une politique slavophile. On s'ancre sur l'Église orthodoxe, sur les traditions ancestrales de l'Église orthodoxe, et on conduit une politique, groupe de coopération de Shanghai, etc., qui se tourne vers l'Asie centrale et qui se tourne vers la Russie. On a tout à perdre à continuer à pousser Poutine dans ces positions. Ça ne va pas faire venir la démocratie en Russie pour autant. Et en revanche, ça risque de constituer ce qu'est le groupe de coopération de Shanghai, qui est à la fois un groupe de coopération militaire et un groupe de coopération économique, ce qu'est le projet au bord, ce qu'on appelle nous les nouvelles routes de la soie, ça risque de nous constituer un immense ensemble couvrant toute l'Europe orientale et quasiment toute l'Asie, qui serait opposé au monde occidental. On n'a absolument aucun intérêt à mener cette politique. Il faut à l'inverse tout faire pour ancrer de nouveau la Russie vers un rapprochement avec l'Occident. On a les mêmes valeurs culturelles, non pas bien sûr les mêmes valeurs démocratiques, on a les mêmes valeurs culturelles. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas trouver un terrain d'entente. Quand on lit Tolstoï ou quand on écoute Tchaïkovski, on est chez nous, je dirais, entre guillemets. Donc on a largement fait une erreur, et on persiste à faire cette erreur depuis des années et des années.
sous prétexte que Poutine est un tyran, et pas un démocrate, n'est pas sympathique, effectivement. Bon. Je prends la parole, si vous le permettez, en parlant justement du rejet dont vous venez de parler. En fait, lundi dernier, donc le 28 septembre, le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé que l'OSCE, donc l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, allait intervenir en médiateur suite à l'élection d'Alexandre Loukachenko en Biélorussie. Pour l'opposante de ce dernier, donc Svetlana Tikhanovskaya, l'idée du président français est en fait un peu biaisée sur la situation. Elle affirme que le président français affirme que l'Europe ne peut pas se prétendre comme étant une île, pour reprendre ses paroles, et donc doit inclure la Russie dans ses négociations, tandis que Mme Tikhanovskaya affirme, elle, qu'en fait les relations entre Loukachenko et Poutine sont beaucoup trop fortes pour que les négociations soient objectives. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur le comportement du Kremlin depuis le début de cette crise et nous expliquer un peu quelles sont les relations entre Loukachenko et Poutine? On est dans le cas typique de l'étranger proche. Pour les Russes, la Biélorussie, c'est vraiment l'étranger proche. C'est-à-dire un territoire qui doit rester, ou qui devrait rester, on va dire, sous contrôle russe, ou en tout cas un étroit partenaire. C'est pas le choix de Loukachenko, de même qu'en Syrie, le choix de Poutine, c'est pas le choix de Bachar al-Assad. C'est le choix de ce qui peut défendre les intérêts russes. Si on propose aux Russes un autre interlocuteur qui offre toute garantie pour la Russie, c'est-à-dire un interlocuteur qui remplace Loukachenko, mais qui donne toute garantie de ne pas demander à ce que la Biélorussie rentre dans l'Union européenne, de ne pas demander à ce que la Biélorussie appartienne à l'OTAN, les Russes laisseront tomber Loukachenko sans aucun état d'âme, puisqu'ils auront une alternative qui leur offre toute garantie. Dans l'état actuel des choses, ils n'ont pas cette garantie avec l'opposante. Et donc, sans attrait particulier, il n'y a pas... Il n'y a rien qui montre que Poutine ait un goût particulier pour ce dirigeant biélorusse, mais c'est ce qui leur permet de donner des garanties sur la maîtrise de ce territoire de l'étranger proche. Donc, est-ce que vous pouvez aussi nous parler aujourd'hui et nous dire où est-ce qu'on en est sur les accords de Minsk? La Russie arme-t-elle les insurgés du Donbass ou Alors, il faut revenir sur le problème de l'Ukraine. Ça a commencé avec l'annexion, entre guillemets, de la Crimée. C'est-à-dire la récupération de la Crimée, territoire pour lequel les Russes se sont beaucoup battus au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, et qu'il n'était pas question pour eux de laisser, d'abandonner, tout simplement parce que c'était abandonner la base militaire de Sébastopol, sur lesquels il y avait eu, au moment des négociations de 1991 de la dislocation de l'Union soviétique, un accord temporaire qui remettait aux années 2020, 2024 je crois, le statut définitif de Sébastopol, et qui vraisemblablement aurait été que ce port devienne pleinement ukrainien et ne permette plus à la flotte soviétique de guerre d'avoir une base importante. Donc les Russes ont solutionné le problème en annexant et en votant d'ailleurs par la Douma la réintégration de la Crimée en Russie. Sérieusement, aujourd'hui, en dehors, alors il y a toujours quelques doux rêveurs, mais il n'y a plus personne qui pense sérieusement que la Crimée puisse redevenir indépendante de la Russie. Alors ensuite, l'Ukraine, les dirigeants de l'Ukraine ayant manifestement l'intention de se tourner vers l'Union européenne, la Russie a réagi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la ligne rouge. Ils ne peuvent pas concevoir qu'ils puissent laisser faire. Poutine a dit clairement, alors, dans des discours, une fois par an, il réunit ses partisans, au mois de juillet généralement,
début de l'été. Il parle un peu plus librement sur les perspectives, etc. À plusieurs reprises, à l'occasion de ces interventions, Poutine a expliqué qu'il n'était pas question qu'un seul pays désormais, ayant appartenu à l'Union soviétique ou à la sphère d'influence de l'Union soviétique, puisse passer de nouveau dans l'Union européenne et à l'OTAN. Donc la première réaction du gouvernement russe, quand le gouvernement ukrainien a manifesté ses velléités d'aller vers l'Union européenne, la première réaction du gouvernement russe a été de dire combien l'Europe vous rapporterait et de dire, moi, tout de suite, la Russie, je mets un chèque sur la table pour l'Ukraine, pour le développement de l'Ukraine, qui bien sûr est un chèque plus élevé que ce que l'Union européenne proposait. Ça n'a pas empêché une majorité des gouvernants ukrainiens de continuer, de rejeter d'une certaine façon cette proposition d'aide russe et de maintenir son idée de candidater pour l'Union européenne. À partir de ce moment-là, on est passé à un deuxième stade, à une deuxième politique, qui a été la politique d'intervention, alors bien sûr pas officielle, de la Russie dans le Donbass. Alors sous le prétexte, qui rappelle de mauvais souvenirs, de réunir les gens de langue russe, comme certains avaient voulu réunir les gens de langue allemande dans les années 30, sous le prétexte de réunir les gens de langue russe qui auraient été menacés par le nationalisme ukrainien. Et donc il y a eu cette intervention au Donbass qui se fait par des groupes paramilitaires, sans drapeau russe, sans officiers officiellement russes, mais qui sont bien sûr armés, conseillés par la Russie. Ça me permet de dire que de façon générale, il faut observer que la Russie avec Poutine, dans un certain nombre de circonstances comme celle-là, avance jusqu'à ce que la réaction internationale soit trop forte. Donc il avance en Géorgie. Là aussi, le prétexte était de défendre des minorités russophones. Mais ces troupes avançaient bien au-delà, puisqu'ils allaient vers la capitale de la Géorgie. Et ils s'arrêtent quand il y a, sous l'instigation d'ailleurs du président français Sarkozy, une réaction internationale à cette intervention. Les pro-russes avancent dans le Donbass et s'arrêtent sur une ligne de front, non pas parce qu'ils sont vaincus par les Ukrainiens, mais parce que les réactions internationales sont trop fortes. En revanche, je dirais ce qui est acquis est acquis. On s'arrête, mais on ne rend pas ce qui a été pris. Les territoires de Géorgie sur lesquels il y avait avancé des troupes russes ont toujours des troupes russes. Les territoires du Donbass est toujours aux mains des pro-russes. Et si une opportunité demain se présentait, ça serait plus compliqué. Mais en Lituanie, par exemple, j'ai la conviction que les Russes tenteront le coup. Il n'y a pas de frein à cette volonté politique de remettre leur puissance sur l'étranger proche. Alors, donc vous avez évoqué les intérêts de la Russie, donc qui défendait bec et ongles, que ce soit en Biélorussie, en Ukraine et également en Syrie. Donc justement, moi en fait, j'aimerais vous poser la question de savoir, mais quels sont les objectifs de la Russie en Syrie ? Est-ce que c'est la Russie aussi, je me permets une ouverture, qui a permis du coup d'endiguer la montée en puissance des salafistes, tous confondus, que ce soit l'opposition dite modérée à Bachar el-Assad comme Daesh ? La Russie a deux objectifs en Syrie. Le premier objectif, c'est de freiner ce qu'ils craignent, l'expansion du terrorisme salafiste. Parce que la Russie elle-même a été touchée par des attentats importants, venant en partie de Tchétchénie, et parce que la Russie possède au sud de son territoire un certain nombre de provinces qui sont majoritairement des provinces musulmanes. Le développement, la désorganisation de la Syrie, le développement de Daesh profitant de cette désorganisation, comme de la désorganisation de l'Irak d'ailleurs, a conduit les responsables russes à craindre
que ça devienne un pôle de développement du terrorisme et du salafisme qui puisse rayonner jusqu'à la Russie. Donc le premier objectif, c'est de stopper, de mettre fin à cette désorganisation de la Syrie et de stopper ce risque de développement du terrorisme. Le deuxième objectif, c'est contenu dans celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la descente vers la Méditerranée. Les Russes possèdent depuis Hafez al-Assad, le père de Bachar, la possibilité d'utiliser le port de Tartous pour leur flotte militaire au bord de la Méditerranée. Ils avaient eu par le passé la possibilité d'utiliser Alexandrie, et puis ils en avaient été expulsés par Sadat. Ils n'ont pas du tout envie que ça se reproduise. Ils avaient eu aussi un temps la possibilité d'utiliser un port en Algérie, puis ils avaient été aussi expulsés par le président de l'époque de l'Algérie. Ils n'ont pas envie que ça se reproduise. Donc la deuxième raison, c'était d'assurer le maintien de cette possibilité pour la flotte russe d'être au bord de la Méditerranée. Vieil objectif qui datait du début du XVIIIe siècle et qui était enfin réalisé. Et là encore, comme je disais tout à l'heure, Bachar al-Assad, il s'en fiche, si vous permettez l'expression, Poutine. Il n'a pas un amour démesuré pour Bachar al-Assad. Si on lui offre une autre personnalité qui offre toute garantie à la Russie qu'elle puisse continuer d'exploiter le port de Tartous, ils prennent. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir la possibilité durable d'utiliser ce port militaire. Et c'est d'autant plus gagnant pour les Russes que non seulement maintenant ils ont un port militaire, mais ils ont une base aérienne aussi au nord, à l'Atakié, qui double donc leur présence au bord de la Méditerranée. Les militaires de l'NBW à l'Orient disent que depuis la guerre froide, ils n'ont jamais vu autant de navires russes et autant surtout de sous-marins russes passer Gibraltar et circuler dans la Méditerranée. C'est fondamental pour les Russes, cette présence dans la Méditerranée, parce que de là, ça leur permet, par Gibraltar, de rayonner sur l'ensemble des mers du monde. Je vais vous poser un peu deux questions en une, je vais m'excuser. Mais donc, vous l'avez dit, depuis l'époque tsariste, la Russie a une vue particulière sur la Méditerranée. C'est un lieu de passage stratégique, c'est un objectif qu'avait Poutine depuis son élection, mais c'est à la fois un symbole perdu de puissance et un symbole en réaffirmation de la Russie. Donc on peut alors légitimement se poser deux questions. C'est ces récentes interventions autour du pourtour méditerranéen qui ont repris quand même près un quart de siècle d'arrêt, faut le noter. Sont-elles preuve d'une volonté d'implantation dans la zone ou simplement un changement de donne dans la géopolitique méditerranéenne ? Et surtout, est-ce que maintenant, avec la fonte des glaces qui s'intensifie et le passage au niveau du pôle Nord qui permet d'être de plus en plus utilisé au cours d'années, finalement, est-ce que la Russie ne se trouverait pas un deuxième passage pour être un nouveau pivot entre les différentes mers du monde et surtout entre l'Asie et l'Europe, entre la Chine et l'Europe ? Alors, deux points. La Méditerranée, tout d'abord. Les Russes continuent pour l'instant d'avoir cet objectif majeur d'implantation en Méditerranée. C'est ce qui explique aussi la politique qu'ils mènent en Libye, où ils soutiennent, alors par des groupes là aussi paramilitaires qui sont non officiellement russes, ce qu'on appelle le groupe Wagner, mais son responsable, Wagner, étant lui-même un ancien officier du GRU, c'est-à-dire du service de renseignement de l'armée russe, de l'armée soviétique, les choses sont assez claires. Il y a toujours cette volonté donc de présence en Méditerranée. Par ailleurs, en effet, la Russie se dote des moyens de contrôler le passage éventuel par le pôle Nord. Mais ce n'est pas pour demain. Parce qu'on a beau parler de réchauffement, pour l'instant, l'été dernier, donc pas l'été là, mais l'été 2019, il est passé, je crois, 52 navires par ce passage, plutôt des petits navires d'ailleurs, qui seraient à mettre en relation avec les milliers de navires qui passent pour l'instant par le détroit de Malacca, etc. Mais
la Russie se dote des moyens puisqu'ils ont construit des brise-glaces atomiques qui font que pour l'instant, toute marine qui voudra utiliser ce futur passage éventuel, y compris la marine chinoise, devra utiliser les brise-glaces russes et devra louer les brise-glaces russes. Et d'autre part, les Russes ont agrandi un certain nombre de ports qui existaient, mais qui sont au bord du pôle Nord et font actuellement des travaux d'implantation de plateformes offshore pour exploiter le gaz et le pétrole qui se trouvent sous ces territoires, dont vous vous rappelez par ailleurs qu'ils avaient marqué que ça leur appartenait en fixant un drapeau russe au fond de la mer et en déposant auprès de l'organisation qui gère la définition internationale des zones d'économie exclusive un dossier pour demander à ce qu'on reconnaisse comme plateforme continentale le territoire qui sont sous la mer au large de la Russie au niveau de l'ancien pôle pour être sûr que ce soit à eux l'ensemble de ces territoires. Donc ils jouent effectivement toujours sur la Méditerranée, mais ils s'arment dans la perspective de l'ouverture réelle du passage nord. Bon, écoutez, monsieur Collat, je vous remercie. Alors, je sais que vous êtes pris du coup à partir de 18h, donc il nous reste juste 10 minutes. Je vais juste inviter les téléspectateurs, enfin les internautes plutôt, à aller voir les sujets qu'on n'a pas pu aborder, c'est-à-dire la présence des bases américaines, un petit peu développer la situation des relations entre l'OTAN et la Russie. On n'a pas eu le temps nécessaire. Il y a également les relations entre la Russie, l'Arabie Saoudite et la Turquie qui restent aussi à creuser. Donc voilà, on vous invite à aller regarder comment tout ça se déroule. Juste, j'aimerais vous poser une question, monsieur Collat, c'est de savoir un petit peu donc quels sont vos conseils pour les jeunes et deuxièmement, savoir si vous aviez un livre à nous conseiller sur la Russie ou alors tout autre domaine qui vous intéresse. Bon, alors tout d'abord, j'ai pris disposition pour prévenir que je serais peut-être en léger retard, donc je pourrais éventuellement répondre à une question ou deux. Hein. Pas plus, mais à une question ou deux. Alors, comme livre, c'est une question difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui offrent des garanties universitaires, y compris s'ils sont écrits par des universitaires. Il y a une universitaire à Rennes 2 qui fait preuve d'un anti-poutinisme absolu et viscéral, qui écrit des livres qu'elle présente comme des livres universitaires, mais qui n'ont aucun caractère d'un livre universitaire. Donc, quand elle explique que les partis politiques français sont financés par Poutine, quel qu'il soit, pas simplement le Rassemblement national, hein, mais parce qu'on a vu tel responsable participer à une réunion où était Poutine, etc., ça n'a aucun fondement. Ça. Donc, mais elle se présente comme la grande spécialiste de la Russie, de Poutine, au niveau national, donc c'est assez difficile. Il y a un livre qui est très intéressant. Alors, le problème, c'est que je n'ai jamais le nom de l'auteur en tête. Dans une petite série qui s'appelle Dans la tête 2. Donc, ils en ont fait un dans la tête de Xi Jinping pour le dirigeant chinois. Et il y en a un autre dans la tête de Poutine, qui est un livre qui explique ses influences idéologiques, enfin, ses références idéologiques, ses lectures, les conseillers idéologique qu'il peut avoir, etc. Ça serait une lecture assez intéressante. Alors par ailleurs, j'aurais tendance à conseiller aux jeunes d'apprendre le russe, éventuellement, parce que ça peut être une langue importante pour le monde de demain, hein, et d'être capable de le comprendre, de le parler, et puis de ne pas hésiter à aller en Russie pour voir non pas simplement l'image que les médias français rendent de la Russie, mais pour voir la réalité et pour voir donc ce sentiment majoritaire de la population russe et d'en comprendre les raisons. Et puis, dernier conseil, c'est
qui est un conseil systématique. On pourrait le donner vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis d'autres pays. Quand on veut réfléchir sur un pays de cette taille, on n'oublie pas son histoire. Un pays est le fruit de son histoire, une histoire très riche, très, très importante, très intéressante par ailleurs. Depuis le XVe siècle, on n'oublie pas de se plonger là-dedans. Alors de ce point de vue, il y a Hélène Carrère-Dancos qui a écrit un certain nombre d'ouvrages qui pourraient être une lecture importante. On n'oublie pas non plus que ces gens-là ne pensent pas comme nous, qu'ils n'ont pas les mêmes références que nous, et que pour les comprendre, il faut essayer de s'efforcer de penser un peu comme eux, en tout cas de penser avec leurs références pour comprendre la réalité de leur position et de leurs décisions. D'accord, écoutez, je vous remercie. Alors, juste pour le livre, j'apporte une précision. C'est Dans la tête de Vladimir Poutine, et donc l'auteur, c'est Michel Elcha-Minaf. Tout à fait, oui. Merci. Voilà, petite précision. Alors, vous m'avez autorisé à vous reposer une question. Je pense qu'il y en a une qui me vient tout de suite en tête. En fait, c'est la question entre OTAN et Russie. C'est de savoir, quand on prend une carte des bases militaires américaines ou otaniennes, on a l'impression en fait d'un encerclement du territoire russe. Les Occidentaux, ils s'en défendent en fait en prétextant installer des bases et des rampes de défense anti-missiles contre les Iraniens. Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes en train de nous fabriquer un ennemi ? Alors, le sentiment des Russes, en tout cas, c'est qu'effectivement, l'OTAN est un outil pour détruire la Russie. Les Russes n'ont jamais compris pourquoi l'OTAN subsistait alors que l'Union soviétique avait disparu. Alors quand je dis les Russes, ce n'est pas simplement Poutine et son entourage. Si vous interrogez l'homme de la rue en Russie, il va vous dire la même chose. Il va dire le pacte de Varsovie il a disparu. Pourquoi l'OTAN s'est maintenu ? Et la seule explication pour eux, c'est de dire il s'est maintenu parce que la Russie est toujours leur ennemi. Alors c'est renforcé ce sentiment effectivement par le fait que l'implantation des armes, en particulier des armes stratégiques de l'OTAN, sont manifestement, quoi qu'il soit dit, tournées comme un rempart contre le danger que représenterait la Russie. En Pologne, par exemple, dans les États baltes. Donc on a manifestement, même si ce n'est pas avoué, une politique américaine qui est encore une politique anti-russe. Et en tout cas, les Russes, c'est ça qui est important, le vivent comme ça. Et du coup, ils s'allient, bien sûr, avec ceux qui sont considérés comme les adversaires des États-Unis. On a parlé de la Chine, mais ils s'allient avec l'Iran. La Russie est un allié fidèle de l'Iran depuis des années et des années. Donc là encore, on repousse la Russie par notre attitude dans les bras de gens dont on ferait mieux de les séparer. Il y a une aide russe à l'Iran qui permet en partie à l'Iran de survivre malgré l'ampleur des sanctions qui sont prises contre l'économie iranienne par le monde occidental. D'accord, écoutez, merci. Alors juste, j'ai fait une petite boulette, une incompréhension. Il y a eu des questions qui ont été donc mises tout au long du live. J'aimerais vous en poser une, malheureusement on n'aura pas le temps de toutes les faire. En fait, un internaute voulait connaître votre avis sur les questions d'accusation d'ingérence de la part de la Russie en Europe, en Amérique notamment, à l'issue, ou plutôt à l'occasion de l'élection américaine de 2016. Alors, il y a deux éléments à prendre en considération. Une fois de plus, je l'ai dit à plusieurs reprises, une partie des dirigeants russes sont issus du KGB. Ils ont les méthodes du KGB. Les méthodes d'infiltration des pays concurrents, des pays adverses, des pays ennemis. C'était le métier de Poutine lui-même quand il était en Allemagne de l'Est, pour partie. Ce travail, il le continue. Le FSB a pris la suite du KGB. Le FSB, c'est pas rien. Le FSB, c'est une vraie puissance de renseignement. C'est une vraie puissance d'infiltration qui s'appuie sur les anciens réseaux du KGB. Alors, plus nécessairement sur les mêmes hommes, parce qu'ils commencent à vieillir, mais en tout cas sur les mêmes réseaux, les mêmes circuits. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une volonté de Poutine et de son entourage de devenir le leader des forces populistes dans le monde occidental. Mais ce n'est pas une élucubration de ma part, c'est affiché par Poutine. Poutine le revendique.
il considère que l'évolution de la société occidentale est décadente. Il considère que cette décadence peut nuire à la Russie, peut l'influencer négativement. Alors, par rapport aux exemples qu'il donne de la décadence, pour lui, il y a le fait qu'on libéralise l'homosexualité, par exemple, qu'il condamne sévèrement dans son pays. Et c'est par ce biais qu'il considère qu'en aidant, et donc en subventionnant, dans un certain nombre de cas, les partis populistes européens, il peut, en effet, devenir le chef de file de ce mouvement populiste et donc promouvoir un rempart contre les facteurs de décadence auxquels il oppose les valeurs orthodoxes, les valeurs traditionnelles slaves, etc. etc. Donc c'est clair. Hein, alors après, il faudrait lire, par exemple, alors là aussi j'ai un trou de mémoire, il y a un site Sputnik, je crois, sur Internet. Je recommande de le lire. C'est l'actualité internationale, l'actualité française, vue par un média russe. Alors, sur les Gilets jaunes, quand il y avait ces manifestations, c'est absolument éclairant. À la fois, c'est des fake news, mais c'est la vision qu'ont les Russes de ce que nous sommes. De ce point de vue, c'est très intéressant à regarder et à analyser. Alain Colas, du coup, merci à vous d'avoir pris votre temps et de répondre à nos questions. Non, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie Et de me les avoir posées. Et puis du coup, je voudrais dire à tous les internautes qu'on peut retrouver cette diffusion sur YouTube. Voilà. Merci à tous. Et du coup, on va se retrouver bien plus tard. Donc on annoncera tout ça sur nos réseaux sociaux. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Colas. Merci à tous.